Le bruit des vagues, l'odeur de l'iode. Aux confins du littoral breton, le printemps marque le retour de promeneuses, d'un genre un peu particulier. Elle est où l'algue dont tu nous as parlé tout à l'heure, l'algue du peintre, la Rhodomela. Attends, Régine Keva et ses amis ont fondé la consoeurie des croqueuses d'algues. Regarde. Alors, tu sais, quand tu la mets en bouche... Dans les deux nouvelles d'aujourd'hui, il y aura Polycyphonia elongata et... c'est bon. C'est comme si... Attends, je suis en train d'essayer de faire un rapprochement avec quelque chose qu'on connaît. Et c'est bon? C'est C'est un régal. Il faut vraiment la goûter. La première fois que je la goûte. Ah ouais, Et voilà, vous goûtez comme ça, sorti de l'eau? On risque rien. Là, c'est... On risque rien, on risque pas comme les champignons d'être Ouais, empoisonnés. Rhodomela, ouais. On risque de recracher en disant j'aime pas. C'est tout. Après, faut toujours y aller avec des précautions. On n'en prend pas beaucoup, on attend que le corps s'habitue, etc. Mais là, c'est tellement bon que... Régine et ses adeptes des légumes de la mer arpentent les plages des Côtes d'Armor depuis 5 ans. C'est simple, on fait tous notre marché là en ce moment. On prend ce qui nous fait plaisir, ce qu'on a envie de cuisiner. C'est un marché à ciel ouvert ici. C'est un marché qui ouvre à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Dans 2 heures, le marché est fermé, couvert. Ce sera un marché couvert, on ira en prendre. Voilà, donc là on en profite et on prend ce dont on a besoin, pas plus. Ce potager iodé, 100% naturel, recense près de 800 espèces d'algues. Elle peut servir pour faire des papillotes principalement, mais aussi quand c'est tendre, on peut la mettre dans des fonds de quiche par exemple. Soit plusieurs milliers de recettes possibles. Même la tristement célèbre algue verte, qui a envahi certaines côtes bretonnes, est un mets de choix pour Régine. On va prendre quelques spécimens d'algues vertes. Voilà, on en prend un peu, on en a toujours besoin pour cuisiner. L'algue verte, c'est-à-dire, Oui. c'est cette algue Absolument. polluante? C'est l'algue, elle n'est pas polluante, c'est l'algue verte. En elle-même, l'algue n'est pas mauvaise. On peut la manger, on risque rien du tout. Elle a beaucoup de vertus. Elle va nous apporter du magnésium, du calcium, du fer, des vitamines, des protéines. Donc c'est très intéressant pour la santé. Elle a une mauvaise image parce qu'on a beaucoup communiqué sur les marées vertes en disant que cette algue était toxique et mortelle. C'est faux. C'est le gaz qu'elle dégage en séchant au soleil qui est mortel. Donc en mangeant de l'algue verte, on mange un aliment santé qui est en plus intéressant d'un point de vue gustatif. Régine et ses amis sont les précurseurs d'un nouveau mode d'alimentation. Depuis peu, la consommation d'algues connaît un essor sans précédent. Et c'est bon, on remonte. On remonte, c'est l'heure. L'eau remonte et puis on doit aller cuisiner. L'algue est en passe de devenir un aliment star, avec une production mondiale qui est passée de 2 millions de tonnes en 1970 à plus de 27 millions aujourd'hui. Les Français en consomment environ 6 000 tonnes par an. Crues, cuites, en complément alimentaire ou en gélatine, ces plantes marines au goût iodé très prisées en Asie peuvent s'utiliser en salade ou en condiment. Présentes dans les sauces, tartares, yaourts ou même les gâteaux, elles sont aussi devenues une denrée prisée par les grands chefs. Une des raisons de ce succès grandissant ? Les algues seraient bonnes pour la santé. Nous avons parcouru le littoral breton et vogué jusqu'à la mer du Japon pour une plongée gourmande à la découverte de ce nouvel or vert. Dans sa maison des Côtes d'Armor, ce soir, Régine a prévu de recevoir des amis pour un apéro à sa manière. Je suis en train de préparer des rillettes de haricots de mer au thon. Pas de pistaches ou de saucisson au menu, uniquement des algues.
Cette ancienne institutrice est devenue accro aux légumes de la mer depuis qu'elle les a découverts il y a 10 ans. Il y en a un peu partout. Par exemple, ici, on a des algues conservées au vinaigre. Voilà. Tout ça, ce sont des algues congelées. Ici, on a encore des algues séchées. On a ici du kombu. Là, on a de l'escophyllum. En France, 24 algues sont autorisées à la consommation, réparties dans 3 familles, les rouges, les brunes et les vertes. Les algues rouges incluent la nori, la plus connue, utilisée dans les fameux sushis, et la dulse, que l'on consomme cuite ou crue, dans des salades. Dans les algues brunes, on trouve le wakame, le kombu royal et les spaghettis de mer qu'on appelle aussi haricots. Enfin, chez les algues vertes, on consomme essentiellement la laitue de mer. Depuis que j'ai découvert les algues, j'ai vraiment du mal à manger autre chose. C'est nourrissant, c'est bon. Gustativement parlant, c'est extrêmement intéressant. Et l'algue est devenue pour moi un aliment à part entière que je vais cuisiner comme si je mettais des petits pois ou des haricots verts. En fait, j'ai du mal à cuisiner sans les algues. Ça tombe bien. Cette passion, Régine a décidé de la faire partager à ses amis. Certains n'ont jamais mangé d'algues. Du thé aux algues. Ah, super. Merci. Régine espère bien les convertir. L'apéro commence par un cocktail de bienvenue façon Régine. C'est la soupe froide, gazpacho. Parce qu'il y a à manger avec. Oui, il y a à boire et à manger. C'est bien. C'est un planteur au wakame. Un planteur de wakame. Ouais, c'est d'accord. Ok. Ça a l'air un peu spécial, hein, non? Bah, On va dire comme ça, oui. Oui, d'apparence, c'est vrai que ça fait un peu gluant. Ah, c'est pas facile à manger. Tu n'es pas très adroit non plus. Ça doit être ça. Il y a du Oui, croquant. moi aussi. Moi, j'adore ça. Ah oui, c'est bon. Ouais. C'est pas forcément très appétissant. Et enfin, moi j'en ai peut-être un petit peu moins que les autres, mais franchement, c'est très bon. Je trouve ça vraiment succulent. Oui. C'est une bonne surprise. Je le crois. Régine peut passer à la suite. Ici, je vais présenter les miens. Des tapas concoctés à partir de végétaux marins qu'elle a elle-même ramassés. Alors ici, on a du haricot de mer avec du thon et puis un petit fromage qui sert de liant. Le guacamole, des rillettes de sardines avec un mélange de 3 algues et ensuite le tartare. Ce sont des tapalgues. C'est le nouveau nom. Servez-vous. Au menu, wakame, haricots de mer, dulse et kombu. Un menu très marin et économique. Le budget de Régine pour son apéro, moins de 20 €. Ça, c'est. Ça, je sais plus ce qu'il y a dedans. C'est le haricot de mer. C'est haricot de mer. Haricot de mer. Waouh, ouais, très agréable. Très agréable. Oui. C'est vraiment délicieux, et comme disait Régine, c'est une explosion de saveurs dans la bouche. Ce soir, les algues ont encore conquis de nouveaux amateurs. Et ils sont de plus en plus nombreux à apprécier leur saveur délicate, mais aussi leurs bienfaits sur la santé. Depuis plus de 30 ans, le docteur Bernard Schmitt étudie les algues. Ce nutritionniste a découvert que ces végétaux marins, a priori peu appétissants, cachent de nombreux avantages. Elle renferme beaucoup d'oligo-éléments. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire des vitamines, ça veut dire du calcium, du magnésium, du manganèse, etc., qu'elle puise directement dans la mer, qui est un des milieux les plus riches en termes de minéraux. Et donc, ces produits, ces algues, sont extrêmement riches en minéraux, extrêmement riches en vitamines. Et puis, elles ont d'autres propriétés. Richesse avec les fameux oméga 3, ou bien des protéines. Donc, globalement, oui, c'est bon pour la santé. En effet, les algues renferment un cocktail détonnant. Vitamines, antioxydants, fibres et oligo-éléments en grande quantité. Cuivre, manganèse, zinc et iode favorisent le bon fonctionnement de la thyroïde et du système immunitaire. Vitamines A, C et B12 participent à la santé de la peau, des os et des tissus nerveux.
Ces végétaux diminuent par ailleurs les risques de maladies cardiovasculaires grâce aux antioxydants et aux fibres. Enfin, les algues sont peu caloriques, entre 30 et 40 calories pour 100 grammes, soit l'équivalent d'une pomme. Des qualités nutritionnelles hors du commun qui ont convaincu certains industriels. En Bretagne, dans le sud Finistère, se trouve la société qui, la première en France, a parié sur ces légumes de la mer. Depuis 30 ans, cette entreprise, aujourd'hui dirigée par Mathieu Izoard, s'est spécialisée dans la transformation des algues Ça va bien ce matin en produits alimentaires. Bonjour Romain, ça va? Alors, la première algue de l'année, elle arrive? Aujourd'hui, il est leader sur le marché français. Chaque année, son usine transforme 350 tonnes d'algues. Mais comment passe-t-on de la mer à l'assiette? Comment l'algue devient-elle un légume prêt à manger? Alors là, la première étape à réception des algues, c'est ce qu'on appelle une sorte de balnéo pour algues, pour enlever tout ce qui est sable, coquillage et crustacés. Pour éviter de retrouver un morceau de coquillage ou un grain de sable dans un tartare. C'est mieux pour les machines et le consommateur. Voilà. Mathieu et ses employés utilisent 7 espèces d'algues pour concocter leur plat. C'est de la laitue de mer, de l'ulve, qui est une algue verte, la dulce, qui est une algue rouge. Voilà, vous pouvez voir ici. Et le haricot de mer, donc, qui est une algue brune, une laminaire, donc, qui peut mesurer jusqu'à 8-10 mètres de longueur hein, en fin de saison, à pleine maturité. Ah, donc Romain, tu lances le tartare? Une fois nettoyées, certaines algues sont prêtes à être consommées. D'autres sont coupées, broyées, puis mélangées avec des condiments, comme l'échalote ou l'huile d'olive. Pas d'additifs chimiques, que des produits naturels. C'est la recette du produit phare de Mathieu, le tartare aux 3 algues. Alors aujourd'hui, le client, le consommateur français comme occidental n'a pas l'habitude de consommer l'algue. C'est pas dans sa culture de consommation, contrairement en Asie. Donc on est obligé de le transformer, de travailler sous forme de recettes qui sont déjà prêtes à l'emploi. Voilà. Donc ce qui marche le mieux actuellement, c'est toute la gamme de tartare d'algues qui est aromatisée aux échalotes, au citron, cap cornichon. Donc c'est des choses qui vont rassurer le consommateur. Chaque année, 300 000 pots de tartare d'algues sortent des chaînes de production, avec une progression des ventes de 15% depuis 3 ans. Et pour conquérir de nouvelles parts de marché, Mathieu cherche sans cesse à innover, comme avec ses petites billes très prometteuses. C'est une membrane d'algues, en fait, qui permet d'encapsuler tout ce qui est liquide, donc des sirops, des purées de fruits. La texture ressemble à celle des œufs de poisson, comme des œufs de saumon ou de truite. Ça va exploser en bouche. Et l'application, selon les parfums, c'est de l'apéritif au dessert. Donc les perles de vinaigre échalote pour mettre dans les huîtres, des perles de figue pour le foie gras, ou là des perles de sirop, passion ou autres pour les desserts et les cocktails. Au total, une trentaine de saveurs sont proposées. La fameuse membrane provient de l'algue kombu. Elles sont parfaites. Dont est extraite une molécule aux propriétés gélifiantes. Ça libère les saveurs. Cette trouvaille gastronomique est une aubaine économique pour Mathieu. Les billes de saveur représentent plus de 50% de son chiffre d'affaires et sont exportées dans 15 pays. Pour faire tourner son usine, Mathieu n'a même pas besoin de cultiver sa matière première. On va aller sur le bateau. Alors, il est où ton bateau? Il est ponton D, là-bas. Ah bah voilà. Ah, bonjour Elsa. Ça va bien? Bah oui. Alexandre et Elsa sont récoltants d'algues. Ils travaillent pour Mathieu au large de Roscoff, dans le Finistère Nord, à 150 km de son usine. On est dans le chenal de l'île de Bas. Et donc c'est ici que commence en fait notre champ d'algues. Donc sur toute la longueur, après on doit avoir des endroits, des petites cuvettes, donc selon les espèces, on va pouvoir travailler telle ou telle espèce. Les algues utilisées par Mathieu sont des algues sauvages, puisées directement dans les eaux bretonnes. La préfecture a délivré une autorisation à ses récoltants pour exploiter 7 espèces d'algues sur une zone de 60 km.
On commence à avoir du haricot là, tu vois, qui pousse. On voit du haricot. Ah, il est beau. Là, il est Tout jeune. Quand il est comme ça, il est beau parce qu'il est tout fin, tout jeune. Spaghetti de la mer, ça. Spaghetti de la mer. Juste à le faire blanchir et après à le consommer comme des haricots verts. Voilà, donc là, Louis, il travaille sur la rouge. Voilà, Aujourd'hui, c'est la première récolte de la saison. Mathieu espère ramener plus d'1 tonne d'algues à son usine. Là, c'est Jean-Michel. C'est le plus ancien ramasseur d'algues en Bretagne. Des algues qui sont toutes ramassées à la main. Je vais ramasser de la saccharina. Elle vient de haut. Vous allez en ramasser beaucoup? Je sais plus pas. 200 kilos, 300 kilos, ça dépend. On va voir tout à l'heure. Ce sont de bonnes conditions pour ramasser aujourd'hui? Oui, mais bon, la mer, elle descend pas trop vite et elle monte vite. Les cueilleurs n'ont qu'1h30 pour travailler, le temps de la marée basse. Laminaria saccharina. Ancien biologiste, Jean-Michel connaît par cœur les différents types d'algues. Il sait comment préserver le milieu naturel, ce qui lui permet d'optimiser les futures récoltes. On prend plusieurs morceaux, là, comme ça, là. On tire dessus. Et après, moi, je coupe la racine. J'enlève. Parce qu'elle ne repoussera pas. Le morceau de racine qui reste, il va être atrophié et il ne va plus pousser. La priorité pour Mathieu, c'est la dulce, une algue rouge nécessaire à la préparation de ses tartares. Son usine en consomme 10 tonnes chaque année. C'est la première de l'année, elle est vraiment de première qualité. On le voit, elle est toute fraîche, toute jeune. Après, je sais qu'avec Alexandre et Elsa, elle va tout de suite être traitée là dans l'après-midi. Donc on va avoir un produit de qualité à réception, nous, dès lundi. Donc on va pouvoir recommencer à remettre en route nos lignes de production. Si Mathieu trouve ici des produits d'exception, c'est parce que le Finistère Nord est le plus grand gisement d'algues sauvages d'Europe, réputé pour la qualité de son eau, comme en attestent les nombreuses analyses de l'Ifremer. La terre dans laquelle elle pousse, c'est l'eau de mer. Et on fait partie certainement d'une des eaux les plus pures, les plus saines qu'on puisse trouver. Par exemple ici, on est au milieu de nulle part, on est sur une zone qui n'est quasiment pas raccordée à la terre. Donc l'apport en nitrate, l'apport en phosphate et tout ça, on n'y est pas concerné. Là où ça va être concerné, ça va être dans des fonds de baies, à côté de rivières qui vont être sur des bassins versants par rapport aux terres agricoles. C'est toutes ces zones-là qui vont être concernées, mais ici, non. Pas d'agriculture intensive, ni d'usine dans les environs. Des eaux tempérées, autant d'atouts qui attirent de plus en plus de clients pour les algues de Mathieu. Groupe agroalimentaire, magasins bio et même des grands chefs. À Paris, dans le 8e arrondissement. À quelques pas du palais de l'Élysée, cet hôtel de luxe abrite l'un des meilleurs restaurants de la capitale. Et à suivre, il y aura une poularde et un caville. Petit poids, tu mets en place, Fred, tu regardes les coussinets. Jérôme Banquetel, 44 ans, est le chef de cet établissement classé 2 étoiles au guide Michelin. Des petits artichauts, on amuse-bouche. Au menu, filet de rouget, sauce financière, émietté de tourteau, tuile à l'encre de sèche, ou carré de cochon de lait de Burgos. Ça sent la mer. Mais aussi un plat encore plus étonnant. Ce sont les coquillages de Bretagne dans un bouillon d'hachis aux champignons. Depuis un voyage au Japon en 2012, Jérôme Banquetel a décidé de mettre les algues à l'honneur dans ses assiettes. Les algues, on va retrouver donc le kombu qui va être taillé en julienne et le raisin de mer. C'est une algue qui vient du Japon. Et après, on la plonge dans les glaçons. Et là, on retrouve le croquant de l'algue, le côté salin. Et c'est très intéressant et très original. Quand il voit y arriver l'assiette, il se pose tout de suite la question, qu'est-ce que c'est? Très surpris, très intéressé.
L'algue est de plus en plus présente dans nos cuisines. Beaucoup de chefs étoilés ou non étoilés utilisent ces produits-là pour intéresser les clients, leur faire découvrir des nouveaux trucs. Ça peut être mélangé avec une sauce soja ou un poisson cru, ça peut être utilisé dans un bouillon comme on vient de voir, ça peut être utilisé même avec une viande, un foie gras. Et l'algue, que ce soit le kombu, que ce soit le raisin de mer, que ce soit dans des préparations que tu ne vois pas, elle fait entièrement partie de ma cuisine maintenant. Le chef utilise des algues qui viennent exclusivement du Japon. Ce pays et le continent asiatique en général sont des acteurs incontournables du marché de l'algue. L'Asie concentre 95% de la production mondiale, dont presque la moitié rien qu'en Chine, avec 14 millions de tonnes par an. L'Indonésie arrive en seconde position avec 5 millions de tonnes. Puis les Philippines, la Corée du Sud et le Japon avec 700 000 tonnes par an. Tokyo. Mégalopole de 34 millions d'habitants et une place forte de la gastronomie avec pas moins de 217 restaurants étoilés, plus du double de Paris. Et ça, c'est quoi? Du lichen? Non. 3 fois par an, Olivier de Rennes vient au Japon pour y chasser des saveurs de premier choix. Il est l'un des principaux importateurs de produits haut de gamme japonais en France. Notamment les algues, il en importe plus de 15 tonnes par an. Celle-là n'est pas facile à manger. Elle est vraiment très dure. Cette fois, il est en quête des meilleures algues de l'archipel, parmi les plus savoureuses au monde. Car au Japon, les algues alimentaires sont élevées au rang de mets national. Je crois qu'à peu près 75 à 80% du Japon est constitué de montagnes. Peu de place, des montagnes où il est difficile de cultiver, voire complètement impossible. Donc pour avoir de la terre aujourd'hui, soit on est obligé d'aller sur la mer, soit on est obligé de faire avec le peu de terre qu'il y a localement. Donc assez peu de légumes. Et le Japon a logiquement développé, pour être moins dépendant alimentairement de l'extérieur, a développé cette culture d'algues qui leur amène les protéines, l'énergie, les vitamines nécessaires dans l'alimentation. Du petit déjeuner au dîner, de l'entrée au dessert, les algues font partie du quotidien des Japonais et d'une tradition culinaire ancestrale. À Tokyo, le quartier du marché de Tsukiji est réputé pour ses nombreuses boutiques spécialisées. Olivier repère vite des trésors introuvables en France, comme cette feuille de kombu. Des notes un petit peu de curry, des notes de fenugrec. C'est très intéressant, extrêmement rond. Mais c'est gourmand, c'est extraordinaire. Pour dénicher les meilleurs produits au meilleur prix, le Français a un credo. Aller à la source pour évaluer directement chez le producteur la qualité de ses algues. C'est au sud du Japon qu'Olivier commence son périple. Dans ces immenses champs d'algues en mer d'Ariake pousse la première cible de l'importateur. La nori, l'algue la plus consommée au monde, celle qui sert à fabriquer les sushis. C'est magnifique. La région de Saga est réputée pour l'excellence de sa nori et le savoir-faire inégalé des cultivateurs, transmis de père en fils. Je me définis comme un chasseur de goût. Un chasseur de goût, c'est quoi? C'est celui qui va parcourir un petit peu la planète, qui va rechercher un produit, qui va rechercher une histoire qui va avec ce produit, qui va rechercher une authenticité, qui va rechercher une qualité et qui va être capable de la partager. Avoir un bon produit à table, c'est une chose. Avoir une histoire à raconter avec, un petit peu de poésie, ça ne peut qu'enjoliver encore plus le repas et susciter l'intérêt de tous. Devant Olivier, 9000 hectares de culture, soit la superficie de Paris, dont sont issus 20% de la production japonaise de nori. Première impression, c'est extraordinaire. Des champs de nori à perte de vue, on a envie de savoir un petit peu comment ça se passe, comment ça se cultive, comment on en est arrivé là.
La technique de culture est immuable depuis des décennies. Ces milliers de délicats filins suspendus servent de tuteurs à la nori. La richesse des eaux de la mer d'Ariake fait le reste. L'intervention de l'homme est réduite au minimum. Et regardez, du nori tout frais, pris directement sur le plot. C'est iodé, c'est très très fin, c'est absolument merveilleux. Expérience irremplaçable, c'est quand même autre chose. Mais ce qui est très très surprenant, c'est que c'est très croquant en bouche. Alors vraiment comme un légume, peut-être en texture une petite peau de concombre. C'est vraiment délicieux. Un joyau de la mer, encore à l'état brut. 20 ans de voyage au Japon ont permis à Olivier de découvrir un atelier de transformation qui répond à ses exigences, où se marient simplicité et modernité. Une fois récoltée, l'algue est écrémée dans d'immenses cuves d'eau de mer, puis brassée, lavée et filtrée. Vous voulez savoir combien de temps il y a entre l'arrivée des algues et le grillage? Il faut 20 minutes. Donc toutes les opérations de nettoyage, c'est 20 minutes, c'est tout. C'est très rapide. Au Japon, comme partout ailleurs, la nori se vend principalement grillée, conditionnée sous forme de feuilles. Ici, chacune des 40 000 feuilles qui sortent chaque jour de l'atelier est examinée au millimètre près. Alors vous vérifiez l'humidité, ensuite la détection de corps étrangers, et après une caméra optique qui contrôle tous les défauts, la forme, ou si la feuille est cassée. C'est quoi? Alors, ça c'est très intéressant, c'est une feuille qui a été rejetée, et on le voit, si on le met à la lumière, on voit qu'il y a plein de petits trous, et c'est une feuille qui ne passe pas le critère qualité. La couleur, la brillance, la densité et l'homogénéité sont passés au crible. Ce fabricant japonais pousse très loin l'obsession du détail. C'est exactement pour ça qu'Olivier l'a sélectionné. Alors, mes critères personnels d'exigence vont être très très simples. Un produit absolument parfait, c'est-à-dire pas de défaut. Hein, pas de trous dans les noris, une couleur extrêmement homogène, ça c'est terriblement important parce que quand on a une décoloration sur des noris, c'est un critère de rejet, même pour la ménagère européenne. Et le point essentiel par la suite, ça restera quand même le goût. Olivier travaille depuis 7 ans avec ce spécialiste du nori haut de gamme. Kawara Family. Le Français est un des premiers Européens à être venu s'approvisionner directement chez les producteurs japonais. Bonsoir. Ce qui lui vaut l'honneur, très rare pour un occidental, d'être invité à dîner chez son fournisseur exclusif de nori, Monsieur Kawahara. L'occasion pour Olivier de partager le cérémonial d'un repas japonais. Notamment la préparation de l'incontournable bouillon dashi, une soupe d'algues. C'est la base même de la cuisine japonaise. Le dashi, c'est une infusion de kombu. Il prépare un dashi avec du kombu, du katsuobushi, un peu de sauce soja, du sel. Et il a rajouté 3 cuillères à soupe de saké pour lui donner un petit peu plus de puissance. Là, c'est des noris frais qu'il va mettre dans son dashi. La nori se marie parfaitement à un bouillon, mais aussi avec du riz. Nous, Japonais, on consomme énormément d'algues. Pourquoi? Parce que c'est très bon et très sain surtout. Le dîner se déroule dans la plus pure tradition japonaise. Manger à domicile dans une maison japonaise, je crois qu'en 20 ans de voyage au Japon, c'est la 2e fois que ça m'arrive. C'est très rare d'être invité chez un particulier au Japon parce que
Déjà, il n'y a pas beaucoup de place, les maisons sont assez petites. Et là, je considère que c'est vraiment un honneur. Ce moment rare est aussi l'occasion pour le Français de goûter l'algue qu'il achète, comme dans cette salade de tomates saupoudrée de nori, ou dans une spécialité typiquement japonaise. Un temaki sushi. Ok, chotto gohan. On prend d'abord une bonne cuillère de riz. Après du poisson. Dans l'autre sens. Comme ça. Ok. Du wasabi. Ok. Puis on enveloppe. Ça, c'est tout ce que j'aime. C'est fantastique. Ce que j'adore, c'est que votre nori est très croustillant. Croustillant, oui. C'est juste une merveille, une gourmandise. Je ne mange même pas un temaki, je mange une pâtisserie. C'est remarquable. C'est merveilleux, vraiment. Merci beaucoup. Cette année, Olivier compte acheter 6 tonnes de cette nori premium pour ses clients français. Le lendemain, le voyage de l'importateur se poursuit vers la province reculée de Shimane. Cette fois, il part à la recherche d'un nouveau fournisseur pour un autre type d'algue, très demandé par les Européens, le wakame. Il se consomme cru, notamment dans la fameuse soupe miso. Suite à la catastrophe de Fukushima, le Français a dû changer sa zone d'approvisionnement. Il a choisi la région de Shimane pour son isolement, loin de toute industrie. Monsieur Suto est le plus vieux pêcheur de wakame du Japon. Il ramasse cette algue depuis 50 ans. J'ai 84 ans. Dans le temps, ici à Shimane, il y avait une trentaine de pêcheurs qui cultivaient le wakame. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 3. Regardez ces couleurs, c'est vraiment superbe. Remarquable, très très frais. On est sur des notes d'huître, c'est légèrement iodé, c'est vraiment très très frais, c'est surprenant. Un produit d'exception qu'Olivier sera le seul à proposer sur le marché français. Son goût unique provient de la qualité et de la pureté des eaux où pousse cette algue. On est sur des eaux qui sont très très saines ici. On le voit, l'eau est transparente. Elle est d'un bleu-vert, c'est vraiment très très joli. On n'a pas du tout de pollution. Pour en avoir la certitude, lorsqu'on importe ce type de produit, ce n'est pas compliqué, il faut faire des analyses. On fait des analyses, on va rechercher des métaux lourds, on va rechercher éventuellement des traces de pesticides, de fongicides. Mais depuis une bonne dizaine d'années que j'importe du Japon, je n'y ai jamais été confronté. Les analyses ont toujours été plutôt très très bonnes. L'algue fraîche doit être consommée dans les 24 heures après sa récolte. Pour l'importer en France, Olivier va l'acheter sous forme séchée. Plus exactement, toastée. C'est quelque chose qui pour moi est novateur et quelque chose qui est intéressant, qui peut être présenté sur le marché français, le marché occidental, avec de très bonnes probabilités de succès. Le wakame est un produit de base utilisé au quotidien par les Japonais. La production nationale n'étant pas suffisante, le Japon importe du wakame venant de Chine 3 fois moins cher, avec des standards sanitaires moins rigoureux. Ici, vous avez un wakame chinois qui va être un wakame de culture, où la rentabilité prime au détriment, de la qualité gustative,
mais très certainement également au détriment de la qualité et même de la sécurité alimentaire. Donc, je reste très très soupçonneux quant à la qualité de ce type de produit. Olivier est méfiant, car si le Japon contrôle de façon drastique ses zones de production, certaines cultures d'algues en Chine seraient, elles, polluées, notamment par des métaux lourds. Des métaux lourds qui se concentrent alors dans les végétaux. Or, la Chine exporte ces algues dans le monde entier, notamment en France. À Paris, nous sommes allés dans plusieurs boutiques pour acheter différents types d'algues, toutes produites en Chine. C'est plus celle-ci, ouais, pour cuisiner. Et elles viennent d'où, celle-ci, du coup Chine. D'accord. Les vendeurs semblent peu informés quant aux éventuels problèmes de toxicité des algues chinoises et nous assurent que leurs produits ont été contrôlés. Si on laisse rentrer dans l'espace européen, c'est contrôlé, vous savez, on ne laisse pas rentrer comme ça. Très contrôlé en France. La France va être le meilleur élève de la classe en Europe pour faire quoi. D'accord, merci. Nous avons voulu vérifier les affirmations de ces vendeurs. Dans un laboratoire d'analyse alimentaire, nous allons faire évaluer la teneur en métaux lourds des algues achetées. Les scientifiques y recherchent mercure, arsenic, plomb ou cadmium. Une semaine plus tard, les analyses sont terminées. Les résultats sont inquiétants. Nous avons retrouvé dans les lots d'algues que nous avons analysés environ 40 mg/kg d'arsenic, ce qui est assez élevé parce qu'on retrouve d'habitude dans les fruits et légumes classiques 10 microgrammes/kg. Donc ça fait 4000 fois plus de teneur d'arsenic. C'est énorme. C'est assez élevé, oui. Un taux d'arsenic 4000 fois supérieur à des fruits et légumes dans les 3 algues analysées et qui dépasse largement le seuil recommandé par le CEVA, le Centre d'études et de valorisation des algues. Il ne s'agit pas de la seule mauvaise surprise. Autre exemple, on a 1,9 quasiment de mg/kg pour du cadmium. Donc si on se réfère à la réglementation qui est de 0,5, donc on est au-dessus de la réglementation française. Ces taux élevés en cadmium et arsenic sont-ils sans risque pour la santé des consommateurs? Pour Aude Debon, nutritionniste spécialiste du métabolisme, manger une cuillère à soupe par jour sur de longues périodes de ces algues contaminées serait dangereux. Les expositions chroniques à l'arsenic posent des vrais problèmes de santé, puisqu'on s'est aperçu que ça pouvait déclencher, entre autres, des cancers du tractus urinaire et des cancers de la peau. On sait également que l'arsenic a une incidence sur le développement du fœtus, en particulier des poids de naissance des bébés qui sont très bas quand il y a eu une exposition de la mère chronique à l'arsenic. En France, les contrôles sur les algues importées d'Asie semblent insuffisants. Alors comment être sûr de consommer des algues qui ne présentent aucun danger? La solution, comme pour d'autres aliments, est peut-être de privilégier les circuits courts et les algues made in France. Alès, dans le Gard. Sous leur serre, Émilie et Franck sont des cultivateurs d'un genre nouveau. Elle a un joli verre cette année. Ça fait plaisir. Ici, pas de fruits ou de légumes, mais d'immenses bassins. À l'intérieur, une algue microscopique, la spiruline. Vous voyez la couleur typiquement verte de la spiruline en fait. La spiruline, c'est une microalgue qui pousse dans un milieu basique, donc pH 10, dans un milieu salé, la moitié de la salinité de l'eau de mer. Sous serre, parce que comme elle vient des tropiques, elle aime bien la chaleur. Et nous, l'objectif, c'est de les extirper de l'eau en les filtrant, pour arriver après à les faire sécher, pour pouvoir les conserver pendant 2 ans pour les manger. Chez Franck et Émilie, la qualité de l'eau de culture est soigneusement contrôlée. Tolérance 0 pour les métaux lourds, aucun pesticide ni fongicide. Pour que la spiruline se développe, les cultivateurs lui apportent simplement le gaz carbonique nécessaire à la photosynthèse et des oligo-éléments. En fait, là, on voit que dans une petite goutte, il y en a des centaines. Là, on voit des formes de zigzag. Là, elle a vraiment une forme de spirale qu'on voit de face, quoi.
Puis après, là, tout ça, en fait, on dirait des rectangles, là, parce qu'on n'est pas très zoomé, mais c'est des ressorts plus ou moins serrés, quoi. Dans une cuillère à café de spiruline, qui est ce qu'on mange par jour, il y en a 1 million. On a calculé précisément. La spiruline connaît un succès grandissant avec une production mondiale de 85 000 tonnes par an, 2 fois plus qu'il y a 8 ans. Elle est vendue sous forme de complément alimentaire, en paillettes, poudre ou gélules. Pourquoi un tel engouement ? Cette microalgue concentre les antioxydants et possède de nombreuses vertus. 10 grammes seulement de spiruline apportent autant de fer que 3 bols d'épinards, autant de vitamine A que 4 carottes, autant de calcium que 3 verres de lait et autant de protéines que 35 grammes de bœuf. Sur Internet, des centaines de pages proposent différents types de spiruline, de provenance parfois douteuse et à des prix souvent exorbitants. 500 € le kilo pour celle-ci, 3,5 fois plus cher que l'algue, 100% naturelle de Franck et Émilie. Bah ça va, il va bien aujourd'hui. Hein. Alors c'est parti, premier test récolte de la saison. Hop, go. Leur récolte a lieu tous les jours, d'avril à septembre. Mais comment ramasse-t-on une algue qui ne mesure que 2/10 de millimètre, à peine le diamètre d'un cheveu? Tout commence par l'étape de la filtration. Voilà, donc là, elle s'écoule sur le filtre. Nous, c'est notre filet de pêche voilà, qui a des mailles suffisamment resserrées pour capturer nos petites spirulines. Voilà, bon, là, l'eau s'écoule. Elle repart, le milieu de culture repart dans le bassin. On fait en sorte de ne pas perdre du milieu de culture. Et donc là, la spiruline va s'accumuler sur cette table de filtration. Donc il faut attendre à peu près une demi-heure à 1 heure pour avoir une quantité suffisante pour aller mettre à presser. Une fois filtrée et égouttée, la spiruline se transforme peu à peu en une pâte à la consistance semblable à celle du fromage frais. Ah oui, elle est très belle. Elle colle pas du tout, elle a une belle texture, elle a une super couleur. Je sais pas ce que vous pensez ici, mais regardez-moi ça comme c'est beau. Là, c'est du grand air de la spiruline. La pâte gorgée d'eau est ensuite pressée mécaniquement pendant plus d'1 heure. Le but est d'obtenir la spiruline la plus pure possible. Aucun conservateur, colorant, ni additif chimique n'est rajouté. Donc là, à l'intérieur de mon sac, j'ai ce qu'on appelle de la spiruline fraîche. C'est à peu près la texture d'un beurre ou d'une pâte à modeler. Durant 7 heures, la spiruline fraîche va sécher à basse température afin de ne pas altérer ses propriétés nutritionnelles. C'est ce qui fait la qualité de cette spiruline artisanale. Là, je mets exactement 100 grammes, enfin un peu plus, légèrement plus, voilà. Donc 100 grammes, ça correspond à une cure d'à peu près 3 semaines pour une personne. Dans leur ferme, Franck et Émilie n'utilisent aucune machine. Tout est fait manuellement. Les gens sont toujours étonnés qu'on soit pas automatisé, mais non. Chaque pot passe entre nos mains. Le couple vend l'équivalent de 4000 pots par an et leur chiffre d'affaires a augmenté de 15% l'année dernière, dont plus de la moitié réalisée en vente directe dans leur ferme. Les bienfaits de la spiruline attirent adeptes des régimes protéinés, végétariens ou sportifs. Bonjour. Bonjour Ludovic, ça va? Oui, impeccable. Bah alors, ça se rapproche la course là. Oui, c'est la semaine prochaine. C'est quand? Comme Ludovic, adepte des courses de l'extrême qui ne peut plus se passer de la microalgue. Voilà, on venait faire un petit peu le plein de spiruline. Ah bah super. Voilà, pour nos étapes. Oui. Parce que du coup, vous partez au marathon des sables, ça, la course dans le Maroc, là, au sud voilà, du Maroc. C'est ça, c'est sur une semaine, on a 6 étapes, un marathon par jour à peu près, puisqu'on fait énorme. 250 km semaine. Et voilà, 250 km sur la semaine. Oui. Et bon, la spiruline, c'est vrai que ça remplace la vitamine B12, la B2 et le fer, donc ça évite de prendre des gélules tous les jours. En France, la culture de la spiruline connaît une croissance exponentielle. 4 fermes en 2005 et 150 aujourd'hui. La microalgue a même trouvé sa place dans certains supermarchés. Les Français en sont de plus en plus friands. Ils en consomment presque 150 tonnes par an. Et la spiruline n'est pas la seule algue dont la production s'emballe dans l'Hexagone.
D'autres cultivateurs ont décidé de s'attaquer à un marché plus important, celui des macroalgues, pour concurrencer les producteurs asiatiques. Port de l'Esconil, dans le Finistère Sud. Salut tout le monde. Eric. Yes. Forme. Ouais. C'est Agnès. Ça va? Bon, on est parti? Ouais. Beau temps. Ça va être génial aujourd'hui, je pense. Pour Jacques Esprat, algoculteur, c'est le moment de vérité. Il y a un peu de stress parce qu'on se dit, voilà, on va voir l'aboutissement du boulot, quoi. Donc entre les moments où on a été juste pour faire des prélèvements, voir est-ce que la pousse est bonne, on n'a pas une vue d'ensemble en fait. Donc là, on va attaquer vraiment du volume. Et du coup, ce soir, je saurai si l'année va être bonne ou pas, parce que s'il y a des conditions où la pousse n'a pas été là au bon moment, voilà, on perd une année, quoi. Donc il y a un peu d'enjeu. L'enjeu est de taille. Jacques Esprat possède une concession de 150 hectares, la plus grande surface de production d'algues en France. Tiens, regarde le dauphin là. Bah là, j'ai mes filières d'algues qui sont là. Donc toutes les bouées là. Et les dauphins sont là depuis une semaine. Ils s'amusent à jouer en fait dans les algues. Eux qui s'amusent, ça me dérange pas. Mais qui m'arrachent des algues pour jouer, ça c'est... Jacques est inquiet. Il doit récolter 3 tonnes de wakame aujourd'hui, déjà préachetés par des industriels de l'agroalimentaire. Le fruit d'un travail qui a commencé bien plus tôt, dans l'écloserie de la société, quand les algues ne mesuraient que quelques millimètres. 7 mois plus tard, elles sont bien arrivées à maturité. Elles sont belles, elles sont larges. Une algue comme ça pèse déjà 1 kg pièce. Donc quand on voit des paquets comme ça, il suffit de compter le nombre de pieds. Là, sur 30 cm, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a déjà 11 sur à peine 30 cm. Donc bon. Sur les 200 mètres de filière qu'on va sortir, on va sortir 2 tonnes. 3 tonnes on va dire. Donc c'est pas mal, c'est un rendement correct. C'est de la culture quoi. On est paysans. Jacques, ancien ostréiculteur, est l'un des premiers à cultiver les macroalgues en France, en s'inspirant du modèle japonais. Avec ses associés, il vient d'obtenir l'exploitation pour une nouvelle concession. Tu feras gaffe, Julie, que ça décroche pas devant. Parce qu'il y a des gros paquets qui arrivent. 220 hectares supplémentaires pour une production espérée de 350 tonnes l'année prochaine. Plusieurs clients sont déjà intéressés. La culture, de toute manière, c'est l'avenir. Toute l'Asie, ne serait-ce que la Chine, c'est 16 millions de tonnes de culture. Avec nos 50 ou 100 pauvres tonnes qu'on cultive en France, alors qu'on a un des plus grands littorales du monde après les États-Unis. Donc ce serait dommage de passer à côté, je pense. Que ce soit pour les raisons écologiques et les raisons économiques, c'est une filière d'avenir, la culture d'algues, je pense. Les algues sont une filière d'avenir pour les cultivateurs et les sociétés agroalimentaires françaises, mais aussi pour un autre type d'industrie. À côté de Saint-Malo, Xavier Le Métayer travaille sur un procédé technologique révolutionnaire visant à supprimer le plastique des objets du quotidien. L'idée, ça a été de se dire que tous les produits qui étaient fabriqués, entre autres ces matières plastiques à base de pétrole en l'occurrence, c'était de trouver quelque chose qui en substitution soit 100% végétal. L'algue en elle-même, quand vous la prenez, déjà vous vous rendez compte qu'elle est quand même relativement solide. Elle n'est pas forcément facile à casser, elle est relativement élastique. Si je la compresse comme ici, on peut imaginer que si on la réduit encore plus, on va réussir à former une boule ou une plaque ou quelque chose avec. Après plus de 10 années de recherche, cette société française a inventé un procédé breveté qu'elle est la seule à maîtriser. Les algues sont transformées en granulés, puis en une poudre de microbilles. Une fois chauffées,
Je vais la poser là parce qu'elle est très chaude. Elles formeront un objet solide. Voilà, alors là c'est la poudre que vous avez vue tout à l'heure qu'on a dosée dans la machine et qui nous a permis de façonner la pièce telle qu'elle est là. Donc ça c'est du plastique? Non, c'est un biomatériau, puisque là-dedans vous n'avez quasiment que de l'algue. Hein. Donc vous avez 98% d'algues brutes entre guillemets et le reste ce sont des additifs mais végétaux. Les débouchés sont presque illimités. Pots de fleurs, coque de clé USB ou gobelet. Chaque seconde, 450 kg de plastique sont déversés dans la mer. Grâce aux végétaux marins, cette pollution pourrait être diminuée. En plus des bienfaits nutritionnels pour les consommateurs, les algues représentent aussi un formidable espoir pour la santé des océans et donc de la planète.